Il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux. Vous écoutez Parti pris, le nouveau podcast d'Emmanuel Morel. Épisode 2, contrefaçon en ligne pour une meilleure protection des consommateurs. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Vous vouliez pour ce numéro nous sensibiliser sur la fraude de certaines plateformes de e-commerce et entre autres les dangers de certains produits qui sont finalement tout simplement de la contrefaçon. Je veux effectivement alerter sur ce sujet. L'ampleur et la gravité de ce phénomène sont aussi massives que le silence qui l'entoure dans le débat public. La pandémie de coronavirus a accéléré la migration des consommateurs vers ce qu'on appelle les sites de commerce en ligne. Les consommateurs européens achètent de plus en plus fréquemment auprès des commerçants en ligne établis hors de l'Union européenne. Et le problème, c'est qu'ils le font la plupart du temps sans le savoir. Et il y a évidemment une forte incidence de produits dangereux vendus en ligne, à la fois sur les plateformes et sur leur marketplace, où s'inscrivent des détaillants qui ne sont pas toujours recommandables. Les chiffres, parce qu'il faut quand même parler des chiffres, ils sont vertigineux. 2/3 des produits achetés sur les sites de e-commerce, donc là je parle des gros sites comme Amazon, AliExpress, eBay, Wish et autres, ont échoué aux tests de sécurité. 2/3. Au sein de l'Union européenne, le commerce de la contrefaçon, ça représente 6,8% des importations en provenance de pays tiers. Et ce pourcentage augmente constamment depuis 10 ans. Au niveau mondial, les produits contrefaits, c'est plus de 500 milliards de dollars. Et ça touche absolument tous les secteurs. On est loin de l'image d'Épinal, des faux Lacoste. La vérité, c'est que tout est contrefait, y compris les médicaments, les engrais chimiques, les pièces détachées d'équipements ultra sensibles. Je pense par exemple aux dispositifs d'armement et même, en tout cas c'est ce que certains experts m'ont dit, même certains composants de centrales nucléaires. Et la France, c'est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon, avec 17% des saisies de produits contrefaits, juste après les États-Unis qui, eux, représentent 24% de ces saisies. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont vraiment illustratifs d'un commerce électronique qui devient une jungle évidemment lucrative pour ses profiteurs, délétère pour ses consommateurs, mortifère pour des milliers d'entreprises et d'emplois qui sont détruits par cette concurrence déloyale et sauvage, contre laquelle les moyens légaux, humains, financiers manquent terriblement. Alors pour faire face à ça, la mobilisation de tous est évidemment de rigueur. C'est pour ça que moi je m'engage sur ce sujet depuis plusieurs années. Alors il y a les grandes entreprises, bien sûr, mais aussi les petites et moyennes. Il y a les puissances publiques, nationales, européennes. Et il nous faut absolument inventer des dispositifs nouveaux pour combler les lacunes de la réglementation, pour améliorer aussi les normes internationales de protection des consommateurs. Et nous avons besoin de plus de contrôle sur les marchandises. Et pour ce faire, les douanes, elles doivent pouvoir compter sur des moyens renforcés. Évidemment, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Cela implique également, et ça c'est vraiment une conviction très importante, une approche plus réaliste de l'économie numérique et du commerce international. Alors les produits peuvent être dangereux pour différentes raisons, et notamment parce qu'ils sont contrefaits. Toutefois, l'essor du commerce électronique n'est pas la cause de la vente de produits dangereux. Il s'agit seulement de ce qu'on pourrait appeler un facteur facilitant. La vente de produits dangereux découle d'un cadre législatif européen qui est dépassé, d'une gouvernance internationale qui est inadéquate, qui est assez peu regardante sur la qualité des chaînes d'approvisionnement, étirée dans le monde entier, truffée d'intermédiaires qui ne sont pas toujours très scrupuleux, et passant sous les radars à cause des modes de livraison, particulièrement les petits colis. Si on ajoute à cela les lacunes fiscales, avec une fraude massive à la TVA, quand je dis massive, c'est de l'ordre de 90% à peu près. Donc vous voyez, c'est vraiment massif. Mais aussi, il faut en parler d'une défaillance sur l'application des normes de sécurité. Et donc tout ça, ça donne un terrain très fertile pour la propagation des produits dangereux sur le marché européen. L'Europe, par sa taille, par l'intrication de ses flux de transactions électroniques et de marchandises physiques, c'est évidemment le cadre pertinent pour agir sur la question de la contrefaçon. Alors moi, je suis un peu circonspect de l'attitude européenne aujourd'hui. Clairement,
La question de la contrefaçon n'est pas correctement intégrée par la majorité des députés. J'ai été un des rares parlementaires à questionner la Commission sur ce sujet. Je m'efforce de faire avancer la cause dès que l'occasion m'en est donnée. Et à mon initiative, d'ailleurs, le groupe The Left, la gauche, auquel j'appartiens au Parlement européen, a commandé une étude sur la protection des consommateurs contre les produits dangereux achetés sur les sites de e-commerce. Et en effet, produits dangereux égale très souvent contrefaçon. Et pas seulement dans le secteur pharmaceutique, loin de là. Ce rapport présente les principaux problèmes qui sont liés à la vente de produits dangereux en ligne et fait un certain nombre de recommandations. Il explore les raisons pour lesquelles le commerce électronique en est devenu un catalyseur. Il fait le point sur les législations existantes et propose des réformes en tenant compte du fait que dans beaucoup de régions, dans beaucoup de régions du monde qui fabriquent et exportent vers l'UE, les standards de sécurité sont soit beaucoup plus bas, soit en frein, soit les deux. C'est un rapport qui propose par exemple de renforcer les directives européennes sur la responsabilité du fait des produits, qui commencent à dater, et surtout sur la responsabilité des intermédiaires en ligne. Tout cela est une technique. Mais une fois n'est pas coutume, je reprends l'argumentaire de la Commission sur la façon dont ces réformes sont envisagées. Tout ce qui est illégal dans la sphère réelle doit l'être aussi dans la sphère virtuelle. Et ça, va falloir le répéter dans les années qui viennent, parce que c'est une idée qui paraît très évidente, mais qui pour l'instant n'est pas acceptée par le plus grand nombre. Et je veux remercier Christine Riefa, spécialisée dans le droit de la consommation, qui est auteure de l'étude. Et son travail va nous être précieux pour changer la donne, pour légiférer dans le bon sens. Et le bon sens, c'est quoi? C'est celui de la protection des consommateurs, des inventeurs, des entrepreneurs et évidemment des travailleurs. Ces pistes, que vous pouvez retrouver sur mon site internet, suggèrent les changements nécessaires pour améliorer la sécurité des consommateurs qui achètent en ligne. Il recommande et détaille l'intervention dans 3 domaines clés. Premier point, il faut combler les lacunes de la réglementation européenne. Et ça passe par plusieurs changements. Premier changement, il faut changer les règles de responsabilité du fait des produits afin que les consommateurs puissent obtenir une indemnisation s'ils sont lésés. Il faut doter les autorités de surveillance du marché d'outils et de pouvoirs supplémentaires pour faire appliquer la législation. Ça, c'est le premier grand domaine. Deuxième domaine, il faut influencer l'adoption des normes internationales. En modifiant les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce est absolument fondamentale pour qu'elle adopte un régime intégrant non seulement les fabricants, mais aussi les consommateurs. Et puis, il faut renforcer considérablement le droit de propriété intellectuelle afin de protéger les détenteurs de brevets, de copyright, contre l'imitation frauduleuse et le pillage de leur création. Troisième point, tout aussi important, il faut inviter les consommateurs à ne plus acheter auprès des commerçants dont les résultats en matière de sécurité sont mauvais. Il faut mieux protéger les consommateurs vulnérables, notamment ceux qui sont tentés, à cause de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, d'acheter des produits dangereux ou contrefaits. Et pour illustrer tout ça, je voudrais partager avec vous le témoignage d'un artiste français qui est connu sous le pseudonyme de Kibé, qui a un très grand talent, qui est connu dans le monde entier, et pourtant ses dessins sont copiés, sans aucun respect du copyright, à des centaines de millions d'exemplaires, sur des tasses, sur des t-shirts, même des reproductions de tableaux. Ils sont vendus sur des sites de e-commerce, et lui, l'artiste, il n'est jamais consulté, il n'est pas rémunéré. Si tous les dessins sont protégés au titre du droit d'auteur, alors les plateformes de e-commerce se défaussent de leurs responsabilités en se réfugiant, et c'est le cas de le dire, derrière leur statut d'hébergeur. Peu leur chaud d'héberger des fraudeurs et des escrocs. Ce n'est pas leur problème. L'artiste doit faire un travail titanesque pour débusquer les faussaires et dépenser des sommes folles en frais de justice. Bonjour, je m'appelle Kibé, c'est mon pseudo d'artiste. Et je suis illustrateur depuis maintenant une dizaine d'années à peu près. Je suis spécialisé dans les dessins au trait, minimaliste. La plupart de mes dessins sont faits en une ligne continue, qui est une façon d'exprimer. C'était mon travail, c'était mon axe de recherche, d'exprimer le maximum de choses avec un minimum d'effets. Déshabiller au maximum la réalité pour en garder vraiment que le cœur et que les gens puissent réinvestir le dessin après avec leur propre expérience pour lui redonner la chair qui est propre à chacun. C'est quelque chose qui est devenu tout à fait par hasard. C'était pas un axe que j'ai eu dès le départ, mais en travaillant,
J'ai eu envie, ça a commencé comme un jeu avec mes filles, mais j'ai eu envie d'explorer le plus petit dénominateur commun qu'il y a aux illustrations, à savoir le trait. Et donc, je suis devenu une espèce de forcené du trait. Euh, il m'est arrivé une jolie histoire dans ce parcours. C'était, si mes souvenirs sont exacts, en octobre, fin de l'année 2013, je pense que ça devait être octobre. Je travaillais sur un des sujets qui me passionne, à savoir les visages. Les visages, les baisers sont des sujets répétitifs dans mon travail. Et j'ai dessiné deux visages qui se superposaient, deux profils qui se superposaient. Alors au choix, comme deux amants qui ne se rencontrent pas ou qui sont en fusion, parce j'ai eu la chance d'avoir des interprétations aussi diverses qu'intéressantes et passionnantes. Et puis ce dessin qui était assez, dans mon esprit à moi, assez anodin dans ma production. Je crois même me souvenir qu'à l'époque, je ne voulais pas le montrer parce que je n'étais pas tout à fait satisfait avec le résultat. Puis j'ai fini par le montrer parce que je n'arrivais plus à le retravailler. Donc je l'ai montré et puis il y a eu un petit succès d'estime. Donc on est en 2013. Et puis voilà, c'était un dessin parmi d'autres. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que c'était un visuel qui attirait pas mal les gens. Il y avait un écho certain. Ce qui est très plaisant et un petit peu fou, c'est que c'était un écho qui résonnait chez des gens complètement différents, d'âges différents, d'origines différentes, avec des histoires complètement différentes. C'était pas un sujet ni féminin ni masculin. Et donc, c'était un vrai plaisir dans ma vie. Et donc, on avance un petit peu rapidement jusqu'en 2016, donc 3 ans plus tard, de manière tout à fait inattendue. J'étais dans une séance de dédicace, je me souviens. J'étais dans une séance de dédicace au Festiblog, qui est un festival qui n'existe plus aujourd'hui. C'est la dernière édition du Festiblog, donc ça devait être 2016, c'est ça. Et je reçois, juste avant de m'installer à ma table pour dédicacer, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Tiens, tu passes à la télévision ». Alors, putain, c'est bizarre, je suis un peu étonné parce que je n'étais pas prévenu. En fait, ce n'était pas moi qui passais à la télévision, c'était mon dessin qui passait à la télévision. Enfin, mon dessin. En l'occurrence, c'est là que je me rends compte que ce n'est pas mon dessin. C'est une contrefaçon de mon dessin. C'est une copie de mon dessin, une déformation. Et surtout, une utilisation absolument non autorisée de mon dessin sur un t-shirt. T-shirt porté par une présentatrice de télévision qui présente le journal d'M6. Et pour la première fois de mon histoire d'illustrateur, je suis confronté donc au plagiat. Donc, c'est l'occasion de rencontrer une avocate, qui est toujours mon avocate aujourd'hui, et on ne se doute pas à l'époque, en 2016, qu'on s'embarque pour un voyage qui dure toujours, et sur des eaux qui sont pas de plus en plus calmes, qui au contraire sont de plus en plus déchaînées. Voilà, cette histoire est finalement résolue avec la marque à l'époque. Et puis, dans les mois qui suivent, commence à surgir la popularité, entre guillemets, mais la popularité des réseaux sociaux aidant. Je commence à avoir une petite communauté, et comme je disais tout à l'heure, une communauté en plus qui est disséminée un peu partout. Mes dessins ayant eu un succès d'abord dans les pays anglo-saxons. J'ai donc des gens un peu partout qui commencent à regarder et qui commencent à voir qu'en Turquie, de nouveau, sur du textile, mon dessin ressort, que c'est le cas aussi au Chili, où un salon de soins esthétiques a utilisé mon dessin pour en faire carrément son image de marque, c'est-à-dire que c'est le logo de l'enseigne, c'est brodé sur leur serviette,
Et puis vient une designer, alors c'est plus proche de nous, ça doit être 2017 ou 2018, mais donc dans la continuité, une designer espagnole, médaille du mérite en Espagne, jeune femme brillante par ailleurs, professeure à l'université de design, s'il vous plaît, s'apprête à présenter sa nouvelle collection à la Fashion Week de Madrid. Et il se trouve que l'intégralité de sa collection est faite avec mon dessin. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup tout ça. C'est un peu fou tout ce qui se passe autour de ce dessin. En creusant les occurrences, grâce à la collaboration aussi, des marques qui se font comment dire, rattrapées par la contrefaçon. J'ai des marques, notamment, je citais la Turquie tout à l'heure, il y a une marque en Turquie qui a collaboré avec nous, qui était désolée, qui a collaboré avec nous immédiatement, en nous expliquant où est-ce qu'elle avait obtenu ce design. Et là, on commence à remonter une filière qui nous emmène tout d'abord en Corée, puisqu'on avait repéré aussi des blousons qui étaient faits par une marque coréenne. Et puis après, de la Corée, on arrive tout doucement en Chine. Et là, on ouvre la boîte de Pandore et on tombe sur les sites de e-commerce, dropshipping de Alibaba. Je vous rappelle, on est en 2017 ou 2018. C'est le début de l'histoire d'Alibaba. Hein. C'est une étoile qui commence à briller. Je fais les gestes comme si c'était une étoile filante, mais en fait, c'était plus. On commence à percevoir de plus en plus la lumière de cette étoile, même si elle est un peu noire. Et là, quand on commence à mettre le nez dans AliExpress, moi, je tombe de ma chaise parce que, en fait, je retrouve non seulement mon visuel, donc le visuel des deux visages, close, je le retrouve sur surtout. Surtout, ça va des t-shirts aux paillassons en passant par les gourdes pour des enfants, absolument tout. Absolument tout. Et quand ce n'est pas utilisé directement, c'est utilisé indirectement, c'est-à-dire qu'ils font imprimer des fausses couvertures de magazines qui servent de décor à des shoots pour vendre d'autres produits. Ils s'en servent dans des cadres derrière des mannequins. En fait, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Donc, au début, j'essaye de prendre contact avec les vendeurs directement. Inutile de vous dire que rien que la barrière de la langue, ça rend les choses un peu compliquées. Et puis, il y a une autre barrière, il y a la barrière idéologique aussi. Je me retrouve face à des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'ils sont complètement interloqués quand je leur dis « mais vous n'avez pas le droit de faire ça ». De ce que j'ai pu comprendre, de ce qu'on m'a expliqué, puisque j'ai depuis discuté avec des gens qui travaillent avec la Chine, où la priorité est à celui qui produit, pas qui produit, c'est-à-dire qui fait un produit, pas l'œuvre de l'artiste qu'on utilise pour orner le produit. Donc il y a une espèce d'incompréhension. Moi, je me suis retrouvé avec des vendeurs qui me disaient « oh, c'est pas grave, vous gagnez bien suffisamment votre vie, vous pouvez partager avec les autres ». Donc, et puis ça commence à me ronger un peu parce que c'est tous les jours. Moi, je vous dis, j'ai une communauté qui est extraordinaire et qui me rend bien des services, mais les sollicitations, elles sont quasi permanentes. C'est-à-dire que je reçois tous les jours des photos ou des liens où je trouve mon image. Alors, soit c'est de la copie, parce qu'il y a plusieurs degrés en plus. Il y a une copie servile, donc c'est le même dessin. Parce qu'un des inconvénients de mon travail, qui est un travail conceptuel à la base, c'est que la forme finale, elle est simple. Donc à recopier, c'est très simple. Une fois que le travail de composition il a été fait, de conception a été fait, avec les outils d'aujourd'hui, c'est très simple à recopier. Du reste, il y a un designer chinois dont j'ai le nom dans mes archives, qui a mis en vente la quasi-intégralité de mon dossier qu'il avait refait sur Illustrator. Et ça va nous emmener bien loin parce que déjà, on est sur les plateformes chinoises. Donc, le principe, c'est
c'est donc, au départ, je me mets en relation avec les vendeurs. Donc, la plupart du temps, les vendeurs sont assez conciliants. J'arrive à faire retirer des produits. Le problème, c'est que pour un vendeur qui retire un produit, il y en a 2 autres qui le remettent. Parce que on est dans une espèce de jeu de chat et de la souris, c'est-à-dire que plusieurs boutiques appartiennent au même vendeur ou à la même famille. Donc, quand ils retirent un produit dans une boutique, ils le remettent dans une autre, en se disant que dans l'océan d'AliExpress, ça se verra pas, ou si ça se voit pas tout de suite, eux, le temps que ça se voit pas, ça leur permet d'écouler un petit peu. Là, en l'occurrence, moi, je vois qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis en lutte depuis des années. J'y ai sacrifié une bonne partie de mes ressources et de mes capacités financières. J'y ai sacrifié une partie aussi de ma santé, parce que je ne vous cache pas que l'ulcère à l'estomac et l'hypertension que je me trimballe maintenant aujourd'hui ne sont pas dus que à mon grand âge. Et puis j'empoisonne la vie de mon entourage. Et puis moi, dans mon travail, ça me gêne aussi, parce que je n'ai pas changé mes habitudes. Moi, je continue à partager sur les réseaux sociaux, je continue à avoir une boutique qui vend aussi en ligne, parce que je ne baisse pas la garde. Mais le plus embêtant dans tout ça, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là à un moment où on aurait peut-être pu réagir, et qu'aujourd'hui, on est en face d'un tel monstre. AliExpress, aujourd'hui, est partenaire des Jeux Olympiques en France. AliExpress, aujourd'hui, est partenaire, ça a été annoncé il y a quelques jours, de l'Olympique lyonnais. On est toujours dans le domaine du sport, mais AliExpress, aujourd'hui, fait de la publicité à la télévision, dans le métro. C'est une entreprise qui, si légalement, elle n'est pas responsable de ce que vendent, de ce qui est vendu sur son site, promeut quand même, en tout cas, un système qui est florissant sur, entre autres, la contrefaçon. Et là, vous voyez, ce problème, il illustre bien la situation de la contrefaçon aujourd'hui sur les plateformes en ligne. Alors, je vous donne rendez-vous le 15 avril. J'aurai le plaisir d'animer un échange en ligne qui sera ouvert à tous avec Madame Christine Riefa. En conclusion, j'ai envie de dire que cette fake économie, elle englobe également l'organisation délibérée de pénuries sur certains biens vitaux. Je pense notamment aux médicaments. Mais elle organise aussi la triche sur l'affichage des qualités essentielles des marchandises. On se souvient par exemple de l'affaire des lasagnes à la viande de cheval. On pourrait croire que ces phénomènes sont marginaux, que la fraude et l'escroquerie existeront toujours. La réalité est pourtant tout autre. Le marché de la contrefaçon n'est pas l'affaire de quelques escrocs. C'est un système économique à part entière, planifié, structuré, organisé avec le même soin et surtout les mêmes moyens, y compris étatiques, que le système productif légal. À plus de 80%, les produits contrefaits proviennent de la Chine. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché l'Union européenne, j'en parlais dans un podcast précédent, de passer un accord d'investissement avec la Chine. La production de la contrefaçon, elle est assurée par une myriade d'usines implantées très à l'écart du littoral, essentiellement à l'ouest du pays, puis dirigée vers des ports d'où elle part vers l'Europe, les États-Unis, en porte-containers, le plus souvent dans des petits colis, aussi discrets qu'innombrables, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aujourd'hui pas suffisamment tracés et contrôlés. Le rôle des méga-plateformes de vente dans le circuit de la fraude n'est donc pas premier, mais évidemment, il est décisif. La fake economy, c'est une agression permanente contre notre économie, dont le PIB repose à plus de 40% sur la création, sur l'innovation et donc évidemment sur la propriété intellectuelle. Si on ajoute l'évasion fiscale, le dossier des Amazon, Alibaba et consorts, ça commence à peser très lourd, d'autant plus que les consommateurs en général se font berner. Ils ne savent pas qu'ils achètent de la contrefaçon. Ils croient qu'Amazon est sérieux et ne vend que des produits authentiques, alors que c'est le contraire qui se passe. Les plateformes savent que les vendeurs référencés sur leur marketplace font passer le faux pour le vrai, et cela à échelle industrielle, et pour brouiller les pistes, ils changent constamment d'identité. L'Europe, elle se veut la bonne élève de la mondialisation du commerce multilatéral, mais elle se conduit véritablement en idiot du village international.
Elle laisse faire sous ses yeux des pratiques que même les ultralibéraux réprouveraient. Il est plus que temps de mettre de l'ordre dans ces pratiques. J'espère vivement que les travaux parlementaires placeront cette exigence d'une économie saine et loyale au premier plan. Et en tout cas, j'y contribuerai activement avec d'autres collègues, mais ça sera un de mes objectifs pour ce mandat parlementaire. Merci Emmanuel Morel. Merci à vous. Je vous propose de nous retrouver le 15 avril à partir de 17h pour une conférence en ligne, lutter contre la contrefaçon et les produits dangereux. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode.